Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique et des rapports entre politique et esthétique. Vous avez écrit une cinquantaine de livres, vous les comptez encore ? À peu près, mais non, pas de manière très précise. Et vous êtes aussi ce qu'on appelle parfois un intellectuel engagé, notamment sur le terrain des luttes sociales. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, votre dernier livre étonnant, Le temps du paysage, c'est aux éditions La Fabrique. C'est un livre consacré aux origines de la révolution esthétique. Jacques Rancière, on peut dire qu'un paysage ou un jardin peut être le reflet d'une société, d'un ordre social et politique ? C'est effectivement, c'est comme ça que c'est perçu, notamment cette période, évidemment, qui est intéressante, puisque c'est le XVIIIe siècle, c'est le moment de la Révolution française. Et effectivement, il y a tout un rapport qui se tresse entre le jardin et puis un certain type de modèle. Alors, le jardin ou le pays peut être un modèle d'ordre, et justement, on voit s'opposer un peu deux modèles. Le jardin à la française ou le jardin à l'anglaise ? C'est ça, le jardin à la française, rigide, des angles, et ainsi de suite. Jardin à l'anglaise, des lignes courbes. Voilà, des contours adoucis. Là, on a un exemple de jardin, évidemment, à la française. Oui. Oui. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que dans un deuxième temps, finalement, même le jardin, finalement, à l'anglaise, va se trouver contesté par des gens qui vont dire oui, mais finalement, bon, c'est ces jardins comme ça, en même temps, avec ces bouquets d'arbres qui sont mis de place en place, ces grands espaces. Finalement, c'est aussi autoritaire. C'est aussi autoritaire que le jardin à la française. C'est aussi une espèce de volonté architecturale. C'est tout aussi organisé, d'une certaine manière. C'est tout aussi organisé et en même temps, c'est aussi pour, disons, célébrer ou un pouvoir ou une propriété. Donc, si vous voulez, le jardin est toujours, d'une manière ou d'une autre, rattaché à l'idée d'un certain ordre. Et à un moment donné, il y a des critiques, des gens qui vont critiquer non seulement le jardin à la française, mais aussi le parc à l'anglaise, et qui vont surtout, finalement, justement, demander qu'on prenne exemple sur la nature sauvage, sur ce qu'ils appellent les scènes de la nature, pour dire le jardin doit d'abord être un modèle de coexistence. Ouais. Et finalement, l'important, c'est que les choses puissent se mêler librement. Vous accordez pas mal de place à la peinture dans votre livre. C'est-à-dire que imaginer un jardin, dessiner un jardin, c'est une forme de peinture. Oui, c'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a une sorte, on peut dire, d'opposition entre un modèle architectural du jardin et puis un modèle qui est un modèle pictural. Et c'est très, très, très intéressant puisque quand l'art des jardins arrive, est reconnu en philosophie, c'est chez Kant, c'est comme forme de la peinture. Et avec l'idée justement que l'architecture, c'est une volonté d'imposer un ordre à la nature, alors que pour la peinture, il y a même un théoricien de l'art des jardins qui le dit, on peut considérer les peintures comme des espèces d'expérimentation de la manière dont on peut mettre ensemble de l'eau, de la lumière, de la terre, des rochers. Donc véritablement, il y a cette idée d'un art qui est d'abord un art du regard et un art qu'on peut dire démocratique, si on peut dire, avec beaucoup de guillemets, quoi. Tous les philosophes se sont intéressés, en fait, à cette question de la peinture et des paysages. Vous parlez de Kant, d'Hegel, dans votre livre. C'est le siècle du paysage et de la peinture, c'est quoi? C'est le 18e et le début du 19e? C'est surtout le 18e, c'est surtout le 18e où il y a vraiment tout au long du 18e siècle des théories sur l'art des jardins et aussi évidemment la découverte des paysages sauvages, les grands récits de voyages de gens qui s'en vont un petit peu en Angleterre, dans le Cumberland, dans les Highlands, voilà, avec une idée que la nature est elle-même artiste. C'est ça qui est important, c'est que la nature est elle-même pas simplement quelque chose disons à imiter, mais que disons c'est proprement une artiste qui crée elle-même. Est-ce qu'on peut parler, pour reprendre le sous-titre de votre livre, d'une révolution esthétique comme on parle de la Révolution française? Quand on parle de Révolution française, bien sûr, on se réfère aussi à une série d'événements qui est tout à fait, évidemment, on peut dire identifié dans le temps, quoi. Alors que, disons, révolution esthétique, c'est tout un ensemble d'événements qui arrivent, ou d'évolutions qui arrivent en même temps, qui font qu'on passe d'un régime qui est aussi un régime autoritaire, hiérarchique, de ce qu'on appelait les beaux-arts, à ce qu'on appelle maintenant, à ce qu'on appelle après, l'art, et qui n'est plus finalement tellement concerné par le fait de définir des normes, pour comment bien faire un tableau, comment bien faire un poème. Moins académique. Oui, à la fois moins académique, et surtout avec l'idée finalement que ce qui est important, c'est moins peut-être de faire des œuvres que de créer un certain type de regard, une certaine forme de perception du monde. Que nous dit ce tableau c'est Fragonard, je crois, en couverture de votre livre, qui est un paysage d'Italie avec escalier.
Qu'est-ce qu'il dit, ce tableau? Ce tableau, c'est bon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce tableau, c'est mon éditeur, mais bon, il est très bien. Donc, je pense que c'est quelque chose comme malgré tout un rapport entre apparemment l'art des jardins et quelque chose qui est quand même plutôt la comédie, quoi. Ouais. C'est pas, je pense, des gens qui se promènent dans un jardin. C'est plutôt quelque chose effectivement comme une espèce de scène. Et bon, effectivement, c'est important puisque à l'époque, on parle beaucoup des scènes. Vous racontez à la fin du livre qu'en fait, cette peinture des jardins va être chamboulée par l'arrivée de la photographie. Ça va complètement chambouler la conception qu'on a la représentation qu'on a du jardin. Pas tout de suite, c'est-à-dire, c'est plutôt que, disons, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais qui quand même arrive après, parce que malgré tout, disons, bon, le grand moment de la peinture de paysage, de ce type de peinture de paysage, bien sûr, parce qu'après il y aura l'impressionnisme, c'est complètement autre chose, si vous voulez, quoi. C'est effectivement le XVIIIe siècle. Il y a un moment, on peut dire, on met comme un terme à ça, et puis il y a la photographie qui va arriver finalement, pas tellement pour supprimer la peinture que pour en prendre, d'une certaine façon, le relais. Ouais. On va passer sur votre, comment dirais-je, votre versant philosophe engagé, parce que vous dites aussi un paysage, ça peut être aussi une terre agricole qu'il faut défendre, par exemple, contre un projet d'aéroport ou contre une autoroute. Ça peut aussi être ça. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire comme on dit aujourd'hui, une zone à défendre. Une zone à défendre. Ce qui est intéressant pour la question de la zone à défendre, justement, c'est que c'est une transformation. Au départ, c'était une zone d'aménagement différée, quoi. Ouais. Faut qu'il supposait quoi? Qu'il supposait que y a de la terre qui est disponible pour des grands projets, quoi. Et au fond, un paysage, d'une certaine façon, c'est un terrain qui est pas disponible. Et ça, disons, c'est déjà en quelque sorte dans ce que j'étudie, quoi. Ouais. Le paysage, c'est quelque chose qui est pas exploité, qui est pas approprié. C'est quelque chose qui, on peut dire, appartient à tout le monde et qui doit pouvoir pas simplement, disons, être utilisé, mais être vu, quoi. Ils font se rapporter à une espèce de libre usage, quoi. Alors, bien sûr, en l'occurrence, il y a les paysans installés sur place, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose, à savoir une volonté de lutter contre l'idée, finalement, que la terre est disponible comme on veut pour des grands projets, quoi. Alors, le 16 janvier, vous étiez avec les cheminots pour marquer votre solidarité avec les grèves contre la réforme des retraites qui ont lieu en France. On va regarder ces images, on va en parler après, ces images de Mediapart. Tu peux tirer dessus parce qu'il est pété là à gauche. Tu dois pouvoir tirer dessus. La retraite, c'est comment du temps de travail produit du temps de vie. Et c'est comment les individus sont liés à un groupe collectif. Et là, toute la question est de savoir comment ça se fait, comment ça se lie, quoi. Et pour eux, évidemment, ça ne peut se lier que, au fond, dans un monde qui est fondé sur le profit, qui est fondé sur la capitalisation, qui est fondé sur l'atomisation de l'individu, sur la ruine de tout collectif. Bon, c'est pour ça que je pense que cette lutte est décisive, qu'ils y mettent toutes leurs forces. 2 fois déjà, ils ont essayé, finalement, de gagner, essayé d'imposer cette réforme des retraites. 2 fois, ils ont perdu. Je crois qu'il faut tout faire aujourd'hui pour qu'une 3e fois, ils perdent, et surtout pour qu'ils perdent le goût même de mener cette bataille. Jacques Rancière, pourquoi vous avez voulu soutenir cette lutte contre la réforme des retraites ? Disons, malgré tout, moi, je suis pas vraiment, disons, un grand activiste. Je suis pas non plus, d'ailleurs, ça se voit bien, un tribun du peuple, quoi. Non, disons, je suis quand même plutôt, finalement, disons, un chercheur, disons, qui est un peu à l'écart. Mais de temps en temps, il y a des amis qui me disent que, après tout, compte tenu de ce que j'ai pu dire sur l'égalité, sur des choses comme ça, il faut quand même que de temps en temps, je manifeste dans des occurrences où, justement, l'égalité est en question, quoi. Parce qu'il vous semble que la question des retraites, de la solidarité que ces retraites expriment, c'est quelque chose de fondamental dans la société d'aujourd'hui ? Je pense que c'est fondamental parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans un monde où malgré tout il y a, disons, du point de vue, disons, de l'ordre dominant, il y a une volonté de supprimer, je dirais, tout ce qui est au fond en quelque sorte justement possession collective, action de collectif solidaire, pour tout finalement mettre un petit peu au régime de la capitalisation, au régime de l'assurance. On voit bien qu'à l'horizon malgré tout de cette réforme des retraites, il y a ce moment où finalement il y aura plus justement des retraites un petit peu fondées sur des groupes, gérés par des groupes, avec un rapport malgré tout, on peut dire étroit avec des collectifs de travail. Mais il y aura plus que en quelque sorte des individus
individus qui chacun va capitaliser, gagner des points pour la suite. Donc il y a une espèce comme de défection des solidarités, quoi. Pourquoi le gouvernement d'Emmanuel Macron voudrait démolir le système actuel, selon vous? Écoutez, moi, je ne suis pas politologue, hein. Mais bon, je pense qu'il y a, disons, un mouvement qui est quand même, je dirais, beaucoup plus vaste. Je dirais que ça vient à la suite un petit peu de toutes les formes de destruction des services publics, malgré tout, de réduction de toutes les prestations de la sécurité sociale. Bon, voilà, il y a véritablement, disons, en France, ce qu'on a vu avec Reagan et Thatcher, bon, il y a assez longtemps, quoi, à savoir une espèce d'offensive pour que, malgré tout, toutes les formes de la vie dépendent d'une logique, bon, qui est en gros la logique de l'intérêt privé et puis de la capitalisation, quoi. La démocratie telle qu'elle fonctionne depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle est en crise, elle va mal, la démocratie occidentale? Disons que pour qu'elle aille mal, il faudrait qu'elle existe déjà. Bon, je dirais que on est dans des régimes qui ne sont pas vraiment démocratiques, on est dans des régimes représentatifs, oligarchiques, de plus en plus autoritaires. Alors, bon, donc ils ont des problèmes, ces régimes, quoi. Malheureusement, on peut à peine dire que c'est des problèmes de la démocratie, parce que la démocratie existe tellement peu. La démocratie représentative, alors, elle ne fonctionne plus? Démocratie et représentation ont toujours été des termes en fait antagoniques, qu'on a fini par mélanger un petit peu, mais représentation, ça veut dire en gros qu'il y a des gens qui représentent la société et qui doivent diriger les autres. Ça ne veut pas dire qu'on vous représente, vous, les gens à la base. C'est pas ça que ça veut dire, en fait. Et qu'est-ce que le philosophe que vous êtes pense? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une démocratie plus participative? Que les gens s'intéressent à la politique en dehors de la période électorale, par exemple? Je pense, oui, mais je pense que je dirais tout est lié. C'est-à-dire, le système fait que, disons, la seule, finalement, approche que les gens peuvent avoir de la politique, de les intérêts communs, effectivement, c'est l'élection présidentielle tous les 5 ans, quoi. Alors, effectivement, je dirais que tout va ensemble. Il faudrait, d'une certaine façon, qu'il y ait une espèce de bouleversement assez radical, de toutes les formes de ce qu'on appelle politique. Mais bon, là, on n'en est pas là. Jean-Paul Sartre, un autre grand intellectuel, philosophe, disait élection piège à con. Vous partagez ce jugement? Bon, c'est un peu une formule. Bon, il y a disons les élections. Il y a une époque où ça a eu un rôle, où ça relayait un petit peu des mouvements plus profonds dans la société, des mouvements politiques plus profonds. Bon, aujourd'hui, c'est une routine de reproduction malgré tout d'une classe politicienne qui se reproduit elle-même. Mais, on a un peu le choix entre, effectivement, disons les différentes parties ou différents groupes concurrents de cette classe politicienne, mais fondamentalement, c'est quand même un système d'autoreproduction. Merci Jacques Rancière. Je rappelle le titre de votre livre, Le temps du paysage aux origines de la révolution esthétique. C'est aux éditions La Fabrique. Merci d'être venu en parler dans le 64 minutes. Merci beaucoup. Merci bien.